passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre Non, oui, pour moi, oui. de Zineb Souleimani. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Le Beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride. Un espace qui se veut aussi hospitalier et gourmand. Qu'est-ce que manger ? Comment régler cette métonymie de l'introjection ? Il faut bien manger ne veut pas d'abord dire prendre et comprendre en soi, mais apprendre et donner à manger, apprendre à donner à manger à l'autre. On ne mange jamais tout seul. Voilà la règle du « il faut bien manger ». C'est une loi de l'hospitalité infinie. Et voilà une des questions que nous allons nous poser aujourd'hui. Pour cet épisode gourmand préparé avec délectation, je retrouve Floriane Facchini, que j'avais rencontrée il y a quelques années lors d'une enquête sur l'art et la table, publiée dans le quotidien de l'art. Nous nous demandions alors comment, loin d'être un simple lieu de convivialité, la table pouvait devenir un espace où se négocient des rapports de pouvoir, des mémoires, des identités et des formes de résistance collective. Je vous mettrai la référence sur la page de l'épisode. Mais aujourd'hui, je retrouve Floriane à Cavaillon, au cœur du festival Confi, où elle nous invite à penser avec les mains, avec les saveurs et avec les récits. Nous suivons la piste des pâtes, des graines, des mémoires et des joies collectives, là où cuisiner devient une façon de résister et d'habiter le monde autrement. Car parfois, une poignée de farine, un geste transmis et une table partagée racontent davantage du monde qu'un long discours. Des pâtes de la famille Cervi aux paysages que nous mangeons sans toujours le savoir, cette conversation explore les liens invisibles entre alimentation, mémoire et résistance joyeuse. Mais d'abord, quelques mots de contexte avec Chloé Tournier, directrice de la scène nationale de Cavaillon, qui organise le festival Confi. Le Festival Confi, c'est un festival qui accueille des propositions que l'on dit artistico-culinaires, c'est-à-dire des spectacles qui à la fois traitent du fait alimentaire et qui intègrent en même temps la matière culinaire, c'est-à-dire des spectacles dont le sujet est l'alimentation au sens large, ça peut aussi être des sujets connexes, comme par exemple l'agriculture, les relations intrafamiliales, et c'est ça qui est beau avec la question alimentaire, c'est que finalement, elle est intersectionnelle et elle permet de mettre en question et en débat beaucoup d'autres sujets. Donc, des spectacles qui traitent du fait alimentaire en intégrant la matière culinaire au plateau. Au même titre, par exemple, que l'on pourrait intégrer une chorégraphie et ou un travail vidéo et ou un travail sonore. Des spectacles dont la dramaturgie repose sur des temps de préparation, des temps de cuisson et aussi des temps de dégustation. C'est des spectacles dans lesquels on va ingérer des mets comme des idées. Et quand je dis on, il s'agit bien sûr aussi bien des artistes que des spectatrices qui participent à cette expérience où l'on mange aussi bien du réel que du symbolique et de l'imaginaire autour d'une seule et même table. Dans le cadre du festival Confi cette année, on accueille l'artiste Floriane Facchini. Et l'artiste Floriane Facchini, elle est associée à la Garance. Alors, à la Garance, on utilise plus volontiers le terme d'artiste complice, et ce pour 3 années. C'est une artiste avec laquelle on a déjà eu l'occasion de travailler dans le cadre d'un projet de territoire sur les pratiques agricoles entre Alpilles et Luberon, un projet qu'on avait co-mené avec notre partenaire le Citron Jaune, qui est le CNAREP de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Ça a donné lieu à un immense banquet qui a réuni une quinzaine d'agriculteurs, bien sûr, et aussi évidemment le public de Confi, le public de la Garance et le public du Citron Jaune. Et dans la suite de cette première expérience, on a souhaité aller plus loin avec Floriane, notamment bien sûr en produisant et en accueillant la première de ce magnifique spectacle, la Pastaciuta Antifascista della Famiglia Cervi.
Floriane Facchini, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans Le Beau Bizarre. Vous êtes autrice, metteuse en scène, artiste culinaire, mais dans vos projets apparaît aussi un autre mot plus discret, celui de sfoline. Celle qui fabrique les pâtes fraîches à la main, celle qui travaille la pâte comme une mémoire, comme une transmission, comme une politique des gestes. Vous développez depuis plus de 10 ans une pratique située à la croisée du théâtre, de l'anthropologie culinaire, de l'ethnographie et des pratiques territoriales. Chez vous, manger n'est jamais banal. L'alimentation devient une matière à lire un territoire, d'absorber ses tensions, ses récits, ses hiérarchies sociales, ses paysages agricoles et ses conflits invisibles. Vos créations prennent souvent la forme d'enquêtes longues, de rituels collectifs, de tablés performatifs, de cartographies sensibles ou de repas partagés. Avec Cucine, vous explorez les liens entre pratiques agricoles et usage du sol. Avec Ce que nous dit l'eau, vous proposez littéralement de boire un paysage. Avec A Tavola, vous réunissez artistes, scientifiques, agriculteurs et agricultrices, habitants et habitantes autour des récits alimentaires de demain. Et puis aujourd'hui, vous créez ici à Cavaillon, à la Garance, scène nationale, la Pazzaciuta Antifascista de Casacerve, un projet né d'un fait réel. En juillet 1943, après la chute de Mussolini, la famille Cervi cuisine des pâtes pour tout un village d'Émilie-Romagne. En temps de guerre, de rationnement et de fascisme, offrir gratuitement des pâtes devient un acte de dissidence joyeuse. Vous décrivez ce geste comme un acte socio-magique, nourrir, célébrer, résister, faire communauté par l'assiette. Dans cette pièce, les pâtes touchent à la question du corps fasciste, de la vitesse futuriste, des politiques agricoles, de la démocratie alimentaire, des savoir-faire féminins, des gestes populaires, de la souveraineté des graines et de la possibilité même de faire table commune aujourd'hui. Nous allons en parler évidemment, mais peut-être commencer d'abord par ce mot titre, sfoline. Je le disais, vous vous présentez comme autrice, metteuse en scène, artiste culinaire, mais aussi comme sfoline. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ce mot contient que les autres ne contiennent pas ? Merci beaucoup Zineb. Buongiorno, bonjour. Sfollina, oui, c'est mot qui est chargé d'une histoire assez puissante. Littéralement, sfollina en italien signifie faiseuse de pâtes. Je le dis au féminin parce que historiquement, ce sont des femmes qui ont toujours fait les pâtes fraîches à la main. Mais aujourd'hui, il y a aussi des formations, et c'est aussi des hommes qui apprennent à faire des pâtes. C'est un peu comme sage-femme homme. On a sfollina homme aussi. Donc ces termes sfollina, ça veut dire faiseuse de pâtes artisanale, mais ça veut dire aussi sfollina vient de sfogliare, qui signifie littéralement étaler la pâte en feuilles fines. Mais dans le mot sfogliare en italien, il y a aussi feuilleter. Et donc moi, quand j'ai vu pour la première fois toutes ces femmes réaliser des pâtes à la main avec leurs grands rouleaux, j'avais la sensation qu'elles étaient en train de étirer la pâte en feuilles fines, aussi fines que les pages d'un livre. Et que ces pâtes devenaient pour moi un livre d'histoire qui allait me raconter toute la lutte des femmes aussi qui se sont battues contre le fascisme. Oui, cette figure des sfolines traverse tout votre projet. Cette figure fait le squelette même de la narration, on reviendra. Mais ces femmes qui fabriquaient les pâtes et qui deviennent ici presque des figures de transmission antifascistes, c'est aussi des notions importantes sur lesquelles on va revenir. Mais qu'est-ce qui vous intéresse dans ces gestes aussi historiquement féminins et souvent invisibilisés ? Parce que je pense qu'il y a aussi quelque chose que vous travaillez avec ou contre, en tout cas. Absolument. Et effectivement, il faut dire que la sfollina, c'est un choix dramaturgique que j'ai voulu à insérer dans cette histoire. L'histoire de la famille Cervi, des 7 frères Cervi, c'est une histoire qui, dans la mémoire italienne, elle est transmise, mais c'est une histoire aussi, on peut le dire, très masculine. On raconte l'histoire de ces hommes et de ses pères. Tout est concentré dans les mythes, dans la passation, tout est concentré là-bas. Alors que quand moi, je me suis rendue à Casa Cervi, à la maison Cervi, et que j'ai discuté avec celles et ceux qui étaient les descendants de la famille Cervi qui ont fait la première pastasciutta antifascista, j'ai compris, c'était vraiment une partition chorale, qu'il y avait beaucoup de femmes. Bien évidemment, l'histoire se situe autour des années 40 en Italie. On peut imaginer qu'il y a eu beaucoup de femmes qui se sont mises autour de fornons pour préparer cette pâte. Donc j'ai compris qu'en réalité, cette histoire, que pour moi c'est un mythe très puissant d'antifascisme italien, même ces mythes-là, il faut être vigilant parce que même là-dedans, dans la transmission, il n'y avait que les hommes, bien évidemment, et malheureusement, ce sont ceux qui ont été sacrifiés. Mais on a invisibilisé toute l'histoire aussi de celles qui ont fabriqué ces pâtes et qui l'ont donné à tout le monde. Et donc pour moi, en tant que femme italienne,
metteuse en scène passionnée de cuisine, ça a vraiment vibré en moi. Parce que ça m'a demandé des années aussi de m'assumer en tant que femme italienne, metteuse en scène qui veut faire de la cuisine. Et donc j'ai vu au travers de cette rôle-là, cette figure de Sfollina, une possibilité de dire que tous ces gestes minuscules du quotidien ont été des gestes qui ont fondé aussi la lutte contre le fascisme, et pas que. Alors, on va revenir évidemment sur l'histoire de la famille Casacervi, mais je saisis ce que vous dites là pour poser la question suivante, parce qu'il me semble que vous avez quitté l'Italie justement jeune pour des raisons politiques. Est-ce que votre rapport à la cuisine italienne s'est construit aussi à travers la distance, le déplacement, peut-être même une forme d'exil et donc de nostalgie? Vous disiez que ça vous a pris du temps de vous assumer en tant que tel aujourd'hui. Est-ce que vous vouliez nous raconter? Oui, moi j'étais dans un rejet total. Je suis restée en Italie jusqu'à l'âge de 21 ans. Déjà à partir de l'âge de 17 ans, je voulais quitter ce pays parce qu'il y avait beaucoup de choses justement dans l'assignation des rôles des femmes, dans la cuisine. C'était quelque chose qui me plaisait énormément, mais même dans le théâtre, qui me déplaisait, qui me faisait beaucoup souffrir. Moi, j'ai vraiment le souvenir, à cette époque-là, en Italie, je sais pas, je pense plus aujourd'hui, mais peut-être. Les metteurs en scène, c'était que des hommes. Les enseignants de théâtre, c'était que des maestri. Les grands hommes des cinémas, c'était qu'à nouveau des maestri. Et tous ces hommes exceptionnels aussi, mais je me demandais à chaque fois, sont où les femmes? Je me retrouvais pas, en fait. J'avais pas un jeu de miroir avec ces personnes. Et donc, d'autant plus la cuisine. J'aimais les deux. Voilà, j'ai étudié histoire du théâtre, dramaturgie, théâtre, et en montant pour payer mes études, j'ai toujours travaillé dans la cuisine. Et donc, ces deux choses, elles étaient vraiment en tension. Je ne trouvais pas ma place, deux passions, impossible à les relier. Et en plus, j'étais très engagée quand j'étais jeune politiquement et engagée en première ligne. C'est-à-dire, pour moi, c'était fondamental d'être dans les manifs, être engagée dans des centres sociaux, le Forte Penestino, etc. Des lieux vraiment de lutte antifasciste très importants pendant les années 90. Et en 2001, il y a eu Genova 01, donc le G8 à Gênes. Et je me souviens qu'avec tous les collectifs de personnes avec qui on faisait des repas collectifs, etc., on s'est dit, on va aller à Gênes et on va manifester. Et ma maman, à ce moment-là, elle m'a supplié, elle m'a pris en genoux, je me souviens, de ne pas partir. Parce qu'elle avait vraiment saisi ce qu'il était en train de se mettre en œuvre dans les gouvernements de Berlusconi. Et je me souviens, il m'a dit « Non andare, vi ammazzeranno di botte ». N'y va pas, vous allez prendre beaucoup de coups. Et en réalité, c'est ce qui s'est passé. J'ai décidé de ne pas y aller. Tous mes amis sont allés et c'était très violent. Ils ont été aussi dans l'école Diaz. Peut-être certains d'entre vous savent, c'est une école qui a été prise d'assaut, dans laquelle tous les intermondialistes pacifistes étaient là pour manifester et qui ont subi beaucoup de violences policières. Donc j'ai des amis qui ont eu des dents cassées, qui ont reçu énormément d'humiliations à ce moment-là. Et il y a eu aussi la mort de Carlo Giuliani. Ces jeunes manifestants qui s'est trouvé dans la manifestation et qui est mort suite à un coup de feu tiré par un carabiniere. Donc j'ai été bouleversée, déjà parce que j'avais envie d'y être, j'ai pas pu. Et en même temps, je me sentais complètement coupable parce que j'étais soulagée de ne pas avoir été là-bas. Et je me souviens, le lendemain, ça a été quelque chose qui a vraiment remué beaucoup l'Italie. Et ça a été le début de la séparation. Il y avait ceux qui disaient « il s'est bien cherché ». L'image montrait Carlo Giuliani avant de mourir, ce jeune homme avec une pierre qu'il voulait lancer contre le bloc des polices. Donc il y avait ceux qui disaient il a bien cherché, et ceux qui disaient mais on ne répond pas à une pierre avec un coup de pistolet. Et tous ces discours-là me bouleversaient. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance, un théâtre au Danemark, un peu historique, l'Ordin Teatret d'Eugenio Barba, donc descendant de Grotowski. J'avais postulé pour être pupille, comme ils disent là-bas, pour aller apprendre la dramaturgie. Ils ont aussi un centre de recherche anthropologique, ISTA, et ils me répondent, ils me disent que si je vais bien, je peux aller quand je veux. Et puis, 2 semaines après, j'ai tout quitté et je ne suis jamais plus retournée en Italie, à part pour revoir ma famille. Et voilà, et pour tisser du coup tout un autre lien. Et ensuite, pendant longtemps, la cuisine, je l'ai mis de côté. Il y avait les théâtres, il y avait la question de l'engagement, de la lutte, comment pouvoir faire théâtre autrement, comment pouvoir sortir aussi des salles, aller dans l'espace public, travailler avec les communautés. Mais la cuisine, elle m'a rattrapée parce que je disais pas un mot des Danois. J'étais moyenne en anglais et on venait il y avait plein d'étudiants qui venaient partout dans le monde et on a commencé pour se rencontrer à se préparer des repas de notre pays.
Et tout le monde me disait, fais des pâtes, fais des pâtes, fais des pâtes. Et je ne voulais pas faire des pâtes. Et puis finalement, je me suis rendu compte à quel point les pâtes, elles étaient devenues un outil relationnel tellement puissant. Et aujourd'hui, après 20 ans, même en tant que faiseuse de pâtes, je les utilise comme outil de création collective. Eh bien, on va revenir à maintenant et on va écouter le premier extrait. J'avais découvert le travail de Floriane Facchini sur les réseaux sociaux dans un premier temps, ce qui n'est pas très original et flatteur. Mais en fait, j'ai été très attirée d'abord par l'esthétique de son travail que j'ai trouvé vraiment magnifique pour justement ce que nous dit l'eau. Et puis ce titre aussi qui m'a vraiment interpellée de sa performance. Donc je suis allée voir plus précisément son travail et c'est là que j'ai découvert ces rituels d'attachement à la Loire, là en particulier pour ce projet-là. Hein. Après, elle l'a développé sur la Durance et puis aussi au ruisseau à Marseille, dans les quartiers nord. Et oui, j'ai été vraiment touchée par sa narration et par le fait qu'elle essaie de recréer du lien par le faire en fait. Et finalement, c'est l'acte qui nous relie au vivant et qui nous relie à la fois à un fleuve, à ses berges, à sa flore ripisylve si particulière. Et donc, elle invente des boissons pour recréer des paysages. Elle fait le lien entre les producteurs, les agriculteurs de certaines régions ou des artisans, des producteurs pour se réapproprier la terre par ce qu'elle donne en fait. Et c'est ce que je trouve beau, c'est au-delà du rituel, c'est cette célébration du don de la terre et de l'art de l'homme de les transformer finalement. Et moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup aussi, cette notion de rituel qui a tellement disparu, en fait, où on est dans une société tellement mercantile qu'on, finalement, on consomme sans nous poser la question du statut, de ce qu'on consomme, de comment ça a été produit, comment ça a été fait, et voilà. Donc là, effectivement, on va continuer à travailler ensemble sur un projet sur la cueillette. Ça m'intéresse beaucoup aussi. Et puis, ce qui me fascine, et c'est ce que j'ai découvert dans un deuxième temps avec Floriane, c'est son engagement politique. Alors certes, il existe aussi dans ce que nous dit l'eau, hein. Tout ça est bien évidemment éminemment politique, mais après j'ai découvert tout son travail sur la pasta Antifa, et là voilà, on était dans un autre domaine où le vivant bien sûr a toujours sa place, où les plantes accompagnent, mais on est plus précisément dans un monde très humain, et c'est là où j'ai découvert la force de son engagement. Et ça, je trouve ça assez grandiose, cette femme d'une force incroyable qui, comme je le disais, a un peu ni Dieu ni maître, hein, quelque part, qui avance avec toutes ces femmes des quartiers à faire des pâtes, qui se mobilisent pour plein de causes différentes, parce que c'est la mobilisation et c'est donner des voix à ceux qui n'en ont pas, et que ça soit dans ce que nous dit l'eau, donner des voix à la Loire, dans la pasta Antifa, donner des voix à des minorités, ou dans ces manufactures où on voit que voilà, elle s'intéresse à ces personnes ou à ces êtres vivants tout court pour qui on n'a pas assez d'égard et d'attention et d'écoute. Et ça, je trouve ça vraiment admirable, parce qu'elle va toujours chercher ça, en fait, constamment. Alors, on vient pas du même univers. Moi, j'ai un engagement, certes, pour les plantes. Pour moi, c'est très politique de transmettre la connaissance des plantes parce que ça permet leur respect. Voilà, alors elle a toujours cet intérêt, mais elle le relie toujours à la lutte. Et ça, c'est assez extraordinaire, je trouve. Ici Clarisse Lebas, ethnobotaniste, herboriste, cueilleuse de plantes sauvages et historienne de l'art. Elle développe aujourd'hui un travail de transmission autour des savoirs végétaux, des usages traditionnels des plantes et des liens sensibles entre humains et monde végétal, mêlant enquête ethnobotanique, cueillette, rituels et collaboration artistique. Et justement, vous avez collaboré ensemble sur plusieurs projets, car votre travail aussi commence presque toujours par une immersion longue. Qu'est-ce que vous cherchez quand vous commencez une enquête? Souvent, je pars avec une ou deux questions. Voilà, il y a vraiment une ou deux questions assez simples qui émergent et que j'ai besoin éprouver avec la réalité. Voilà, pour me rendre compte si cette question, c'est juste une interrogation personnelle ou si au contraire, elle est là pour révéler quelque chose qui est en train de se passer.
Après, j'ai des thématiques longues parce que voilà, je suis assez obsessionnelle dans mes thématiques. Quand je pars sur un thème, elle peut se déployer pendant des années, comme les thèmes de la nourriture. Ça fait plus de 15 ans que je travaille autour de ces thèmes. Et donc, la question de l'enquête, elle arrive souvent avec une thématique, une question et un sujet précis. Voilà, là, par exemple, Clarisse, elle nous parle de ce que nous dit l'eau. Ces projets, elle naît par rapport à une question que je me suis posée et qu'après, on m'a renvoyée. J'avais assisté de 2019 jusqu'à 2021 aux auditions du Parlement de Loire, voilà, qui a été mise en place par les Polos, Pôle des arts urbanistes à Tours, à Saint-Pierre-des-Corps, et aussi par le juriste, artiste, auteur Camille de Toledo. Et toute une commission d'experts et des citoyens vraiment très engagés et formidables. J'étais très intéressée par ces projets qui se posaient la question, et si la Loire aurait droit à un parlement, quel sujet on traiterait si la Loire devenait un sujet politique, un sujet juridique surtout. Et donc, moi, je me suis, à la suite de toute cette expérience qui, pour moi, il y a eu un avant, un après, d'aller lien à la question vraiment aussi juridique, à quel point les lois façonnent nos manières de vivre ensemble. Je me suis posé la question, qu'est-ce que l'alimentation, qu'est-ce que l'art culinaire, la nourriture pouvait apporter aussi à Loire. Donc j'ai dit Loire parce qu'on a arrêté de mettre l'article La Loire, on l'appelle Loire tout court, pour lui donner vraiment cette puissance de personnalité. Et à ce moment-là, quand moi je me suis dit comment on peut travailler la question de Loire nourricière, je me suis rendu compte voilà, que cette question en fait avait aussi été très importante dans la commission des auditions du Parlement de Loire. Et ils m'ont invité, ils m'ont vraiment conseillé, poussé, ils m'ont dit vas-y, mène ton enquête et puis peut-être nos chemins vont se recroiser. Voilà, j'avais cette question interne, comme souvent ça arrive. Parfois, on est touché par une expérience, une rencontre. Voilà, et puis il y a eu la toute dernière rencontre des auditions de Parlement de Loire et Camille de Toledo, donc auteur, juriste, a pris la parole pour terminer. Et il a fait un appel. Il a dit à toutes et à tous, citoyens, artistes, hommes, femmes, tous ceux qui veulent écrire de nouveaux récits pour Loire, faites-le, on a besoin. Et j'ai eu la sensation du coup que ma première question qui commençait à trotter en moi prenait en écho aussi avec la réalité. Donc voilà, j'aime bien chercher ces connexions, ces répétitions qui se font que tout d'un coup tu dis d'accord, là je vais y aller. Et ensuite j'ai fait la rencontre extraordinaire pendant qu'on était avec toutes ces personnes qui s'intéressent à la Loire. On a dormi le long de la Loire. C'était une expérience à la fin de tout ce temps de réflexion. Ce soir-là, j'ai rencontré un pêcheur de Loire qui s'appelle Thierry Bouvet. Thierry Bouvet, il est aussi géographe et c'est un pêcheur-poète. Et on a discuté ensemble et je lui ai dit que je voulais vraiment m'intéresser autour de la question de la Loire nourricière et je voulais savoir qu'est-ce qu'il en pensait parce que je voulais créer des recettes pour faire ingérer Loire consciemment aux spectateurs, spectatrices. Et il s'avère que lui, il avait eu aussi cette intuition 6-7 mois avant. Donc on avait attrapé la même idée. Et il m'a dit, tu sais, j'ai décidé de devenir pêcheur le jour où j'ai compris que je pouvais tout transformer du poisson. Et là, depuis 6-7 mois, je me suis lancée dans un garum de Loire. Donc, les garums, c'est un mot latin, romain. C'est une sauce lactofermentée, c'est une sauce fermentée des poissons, des restes de poissons. C'est un peu, quelque chose que dans la cuisine romaine de l'époque était extrêmement puissant. On payait des choses en garum. Et en fait, j'ai trouvé ça très beau comme approche d'aller chercher dans les pratiques ancestrales aussi culinaires, des techniques qui permettent de valoriser tout du poisson. Et en plus, son choix à lui de vouloir faire un garum de Loire avec des silures de poissons que normalement on n'a pas envie d'avoir à notre table. Et voilà, donc c'est vraiment un chemin à nouveau. C'est la rencontre avec des mots, des résonances, des coïncidences qui font que j'ai creuse et puis tout d'un coup les images arrivent et on a fait depuis plein de projets ensemble. Oui, justement, vous dites souvent qu'il faut faire corps avec un territoire. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire ? Et est-ce que c'est une manière de comprendre autrement que par le discours ? Oui, déjà, manger un territoire, ça peut évoquer deux mouvements. D'un un côté, ça peut être poétique. Ah, qu'est-ce que c'est beau, on va en gérer le paysage, les territoires. Et de l'autre côté, en fait, moi, j'ai choisi vraiment ces mots pour montrer aussi la brutalité de notre être au monde. C'est-à-dire, on doit se nourrir du soleil, des plantes, des autres êtres vivants pour continuer à être en vie. Donc déjà, il y a ces deux mouvements là-dedans que j'ai chaque fois envie de questionner. Et en fait, pour moi, j'ai eu la sensation
qui pouvait être un moyen très intéressante, j'espère pas descendante, en tout cas c'était vraiment l'envie, de parler des sujets politiques, écologiques, des sujets parfois sont complexes, au travers de l'ingestion, donc au travers du plaisir aussi en quelque sorte, ou au travers des saveurs, de quelque chose qui allait nous éloigner aussi dans un regard qui est simplement intellectuel, mais qui pouvait nous amener aussi aux sensations, qui pouvait nous amener aussi à nous mettre en connexion avec notre deuxième cerveau, qui est là pour nous donner beaucoup d'informations. Et donc, ingérer un territoire, pour moi, ça veut dire le faire consciemment. Qu'est-ce que ça veut dire consciemment ? Donc, il y a besoin d'un sort d'éveil et on essaye de redonner la symbolique et le sens au geste de manger. Et quand on mange, tout ce qu'on mange vient de quelque part. Souvent, on est un peu coupé de l'origine de l'endroit d'où ça vient et on se passe cette nourriture en soi, qu'est-ce qu'elle amène. Et donc, moi, dans ces rituels d'attachement, j'essaye de rendre visible, de créer une sorte de chemin entre d'où cette nourriture vient, qu'est-ce qu'elle amène avec elle, du bon, du mauvais, ces conflits, et d'en prendre conscience dans l'ingestion. Et j'ai eu une image un jour, je me suis dit, nos corps, ce sont des empilements de paysages. Et comment rendre cette image une expérience à vivre ? Cette idée que l'alimentation révèle les structures profondes d'une société, c'est-à-dire à la fois l'accès à la terre, le rapport de classe, la gestion de l'eau, la circulation de marchandises ou une forme même de domination industrielle. Quand est-ce que vous avez compris que l'assiette pouvait devenir un outil d'analyse politique du monde contemporain ? Je pense que ça arrivait au moment où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'aspect plus anthropologique de la nourriture. Donc c'était pendant mes études à l'université et puis ensuite après pendant les premières expériences de projet de territoire. Parce que en fait, ces questions de la nourriture, dans mon travail, elle est arrivée vraiment à un moment où j'étais arrivée en France et je voulais couper un tout petit peu avec la salle. Je voulais aller travailler avec d'autres publics et surtout aussi d'autres espaces. Et j'ai cherché la question qui pouvait me permettre d'ouvrir une conversation très large avec tout type de personnes. Et j'ai eu la sensation que la nourriture, l'alimentation, encore en sens encore un peu plus large, pouvait faire l'affaire. En fait, je me suis lancée dedans au début, je pense au tout début avec un regard presque un peu naïf, de me dire ça fait convivialité, tout le monde mange au moins 3 fois par jour s'il y a la chance, tout le monde aura quelque chose à dire. Et assez vite, quand j'ai commencé à mener mes enquêtes, je me rendais compte que c'est un faux sujet simple, parce qu'en fait il implique, comme vous venez de le dire, plein de sujets politiques, sociaux, et tout cela ça s'imbrique et il faut vraiment prendre le temps de décortiquer. Rien n'est anodin dans ce qu'on fait et voilà. Et du coup après il y a eu le passage successif de dire j'ai envie de décortiquer tout cela, comment le faire sans être descendant, sans que ce soit lourd, mais au contraire que ce soit une vraie expérience joyeuse aussi, qui nous reconnecte au sens primaire de se nourrir, à l'interdépendance qu'on a avec les aliments, aux paysans, paysannes qui la produisent, ou même à l'eau, au soleil, voilà, parce qu'on ne fait que manger du soleil, et unir tout ça vraiment à la question politique, mais de manière joyeuse, collective. Une cuisine en conscience, c'est une attention particulière à tous les éléments qu'on peut mettre dans son assiette, à la manière de les cuisiner, aux souvenirs que l'on va rechercher chez les gens, de manière très subtile aussi. Parfois, je pose une carotte dans une assiette et une personne se met à pleurer en me racontant que c'est la meilleure carotte qui lui rappelle son enfance chez son grand-père. Et c'est ça la cuisine en conscience, c'est d'essayer de justement rapprocher les gens de cette simplicité qui est la leur et de cet être intérieur. Oui. Alors ici, Nadia Sermut, chef engagée, pionnière d'une gastronomie sans gluten et fondatrice de la cuisine libre, une approche nourricière qui relie santé, agriculture, hospitalité et respect du vivant. Première chef étoilée au monde à proposer une cuisine entièrement sans gluten, elle développe une réflexion plus large sur l'alimentation comme lien entre le sol, le corps et les imaginaires collectifs. Elle utilise, le terme de cuisine en conscience et vous parlez d'une narration culinaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire une narration culinaire exactement et est-ce qu'un plat peut avoir une structure dramaturgique? Absolument. Oui, en fait, chaque fois que j'entends ou je lis des recettes, parce que les recettes ils peuvent se transmettre oralement ou par écrit,
j'y vois une structure dramaturgique, une narration faite de personnages, d'ingrédients, des gestes, d'assemblages, donc de mise en scène, et surtout d'une création finale, d'une alchimie qui se crée et qui est là, bien évidemment, pour nous remplir l'estomac, mais surtout, je pense souvent, pour nous amener une émotion, pour nous laisser une trace dans la bouche. Donc moi, j'ai toujours vu les recettes comme ça. Tout le temps. J'ai toujours vu cette puissance dramaturgique, les rythmes, les gestes, tout cela. Et quand j'ai commencé à réfléchir aussi, après 10-12 ans de travail autour des projets artistico-culinaires, je commençais à avoir aussi un peu un regard un peu sous la pratique, induit aussi par les questions qui m'étaient posées et tout. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que, effectivement, à chaque fois, je mettais en place des narrations culinaires. C'est-à-dire l'alimentation, les gestes et les recettes, elles me permettaient d'écrire des dramaturgies. C'était des dramaturgies faites de matière, de mots, de gestes, des souvenirs, et que tout cela s'embriquait et qui a amené quelque chose d'assez puissant, parce que ça me permettait d'aller travailler sous différents sens. À nouveau, pas simplement l'intellect, la tête, il y a la vue qui rentre en jeu, il y a les touchés, la saveur, l'odeur, tout cela, et puis il y a toutes ces expériences qui nous est, elle est singulière à chacune par rapport à sa culture, à son expérience, son vécu. Tout l'imaginaire qui se développe à l'intérieur de nous-mêmes du moment qu'on sent une odeur ou qu'on met quelque chose dans la bouche. Alors là, c'est la narration culinaire qu'on ne peut pas maîtriser. Et ça, je trouve formidable. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'autres médiums, matières qui puissent apporter ça aussi au spectacle vivant. Justement, est-ce que la cuisine vous permet d'échapper à certaines limites du théâtre textuel ou représentatif ? Et quelles seraient ces limites-là que vous avez un peu, desquelles vous vous êtes affranchi ? J'aime énormément les théâtres de mots, j'adore. Mais je pense que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de sentir. Alors, j'ai toujours eu, on dit, un pif. je sens les odeurs très, très loin. Alors, parfois, c'est des mots, mais c'est souvent des odeurs qui peuvent me faire chialer, qui me mettent dans des états pas possibles. En fait, voilà, mon corps à moi, il est synchronisé sous ces sens-là. Les toucher, bien sûr, mais beaucoup l'odorat et les goûts. Donc, je pense que je suis allée tout simplement vers ce que me convient le plus. C'est à quoi je suis plus sensible. Et c'est marrant parce que pendant longtemps, donc, j'ai fait le chemin, je me suis éloignée du théâtre, je suis allée vers la matière, j'ai commencé à faire des projets dans lesquels il y avait vraiment presque des partitions culinaires dans lesquelles il y avait très très peu de texte. Et puis, à fur et à mesure, j'y reviens de plus en plus. Et dans la toute dernière création, j'ai clairement fait deux volets. La partie récit, qui a imbriqué aussi bien évidemment à la partie du geste et de la narration culinaire, et qui ensuite se déploie vraiment dans un banquet. Donc je pense que voilà, tout cela peut avoir sa juste, voilà, ce sont des ingrédients, voilà, et tout cela peut avoir une grande puissance. Mais c'est vrai que tout mon travail consiste aussi à donner un accent particulier aux autres sens. Sans entrer tout de suite, parce qu'on va vraiment prendre le temps juste après, mais il y a aussi cette idée de casser la frontalité classique du spectacle, puisque vous donnez une attention particulière à l'hospitalité. Vous concevez des espaces chaleureux et participatifs qui tentent de déconstruire la séparation scène-public. Est-ce que cela vous permet de créer entre vous, votre équipe, le public, qui peut peut-être aussi faciliter la transmission du projet ou du récit ou des enjeux un peu plus indirects que porte le récit aussi? Effectivement, la question de la convivialité, de la commensalité, donc de vraiment partager un repas dans la même table, ils sont fondamentaux dans toute l'approche. Pendant longtemps, je me suis posé la question, mais pourquoi j'ai vraiment bloqué sous ça, Bien évidemment, ce sont des valeurs importantes, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et j'ai compris, en fait, mais ça, c'est vraiment ma propre expérience personnelle. J'ai été confrontée au fait de voyager, d'être étrangère très, très, très jeune. Et en fait, dans différents pays où j'ai vécu, je ne parlais pas la langue. Et donc, j'ai regardé beaucoup les langages des corps, les espaces, comment on me faisait une place ou pas. Et tout cela m'a énormément marqué, touché. Et je me suis dit, c'est un langage invisible, un nouveau qui est complètement puissant. Et j'avais vraiment envie de travailler. Donc pour moi, la question de la commensalité, de la convivialité, c'est pas juste des mots, mais je me demande comment je peux faire fabrique avec cela. Quels sont les ingrédients? À nouveau, il n'y a pas une recette, mais en tout cas, on peut individuer. Et du coup, c'est vraiment toute la question des espaces. C'est la question d'abord aussi de la rencontre
qui est fondamental. Prends le temps, comme pour cuisiner, pour faire une bonne recette, pour rencontrer quelqu'un, il nous faut du temps. Donc depuis assez vite, avec toute l'équipe, on a commencé à mener des projets qui demandent beaucoup de temps, où la question de la rencontre, d'aller manger chez les gens, c'était un des premiers protocoles culinaires relationnels qu'on a un peu apporté au lieu. On a besoin de 2 semaines de résidence et on voudrait que les habitantes nous invitent dîner à la maison. Et on terminera avec une performance culinaire à offrir. L'idée, c'était don contre don. Pour moi, c'est prends le temps. Essayer de comprendre, avoir vraiment ce temps pour aller au-delà du premier regard qu'on peut avoir de l'un et de l'autre, pour faire comprendre aussi quelles sont vraiment les questions qu'on se pose dans les projets. Parfois aussi pour avoir les retours. Est-ce que c'est intéressant ou pas, c'est qu'on fait? Est-ce que les personnes qui nous invitent, les habitants qui accueillent, est-ce que ça sert vraiment ou il y aurait d'autres sujets encore? Voilà, tout ce temps-là, pour moi, il est fondamental. Et après, par exemple, dans la mise en œuvre des projets des territoires, on a un nouveau besoin de ce temps parce que dans tous les projets culinaires et des territoires qu'on mène, ce sont vraiment des enquêtes qu'on ne mène pas tout seul. Nous, équipe artistique, ce sont des enquêtes qu'on mène aussi à chaque fois avec des complices sous les territoires. Et donc, la relation se fait aussi, quand c'est possible, dans la co-création. Et dans ce que les habitantes peuvent nous révéler du territoire. Parce que nous, peut-être, on est des pros, entre guillemets, de la rencontre, de l'art culinaire, mais les habitantes d'un lieu, ils le connaissent. Ils l'éprouvent jour par jour. Donc, on compte sous ces liens un peu sociopoétiques qu'on peut tisser avec des boulangers, des paysannes, des cueilleuses ou des mangeurs locaux qui nous permet vraiment de rentrer dans les enjeux situés du projet. Quand je mange, ce que je mange a un impact sur la distribution, la production, sur les autres hommes et puis sur les animaux que je peux ou pas consommer. Donc il y a vraiment vivre, c'est vivre d'eux c'est jouir et d'une certaine manière manger est un dire car ça dit la place que j'assigne aux autres hommes, aux autres vivants, les limites que j'impose ou pas à mon bon droit au nom du droit des autres hommes et des autres vivants à exister. Donc on a ici d'une certaine manière une entrée de l'éthique, voire de la justice, au cœur de mon conatus. Et d'ailleurs, disant cela, je me sépare de Lévinas, lequel m'était insisté sur la rupture entre la jouissance et la justice, sur la rupture entre le manger qui était, comme il disait, frissonnement égoïste, comme ventre affamé n'a point d'oreille, et l'éthique qui commence pour lui par la rencontre du visage d'autrui. Pour moi, le lieu originaire de l'éthique est le rapport aux nourritures. Dès que je mange, je suis en rapport avec les autres parce que justement ça en dit long sur ce que la place que j'assigne aux autres et même quand je suis toute seule à ma table et ce sont vraiment tous ces convives invisibles que cette phénoménologie du manger essaie de rendre visible. Alors ici, Corinne Pelluchon, philosophe dont le travail interroge les liens entre écologie, démocratie, vulnérabilité et conditions matérielles de l'existence, en accordant une place centrale à l'alimentation comme expérience éthique, politique et relationnelle. Je crois qu'elle fait aussi partie de vos multiples nourritures intellectuelles, puisque votre travail donne parfois l'impression que nous ne mangeons jamais seulement de la nourriture, mais aussi des paysages, vous l'avez dit, des systèmes économiques, des récits, des violences et des mémoires. En quoi, pour vous, s'intéresser à l'alimentation est déjà une manière d'habiter politiquement et surtout autrement le monde? J'ai la sensation qu'on soit conscient ou pas, effectivement, manger est politique. Parce que il porte en soi des choix. Il nous raconte d'où cette nourriture vient, par qui a été produite, par qui est destinée. Donc, mais dans cet extrait, ce qui me touche effectivement, c'est la question de convives invisibles, qui évoque quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ce travail de la nourriture, c'est la question de la symbolique, de comment chaque chose qu'on mange, elle est prise par un système agroalimentaire, elle est prise par des cultures, par des manières de faire, de vivre ensemble, elle est prise par des mondes avec lesquels on décide ou pas de manger. Et du coup, elle m'intéresse énormément parce qu'elle va aussi ajouter à toute cette question politique, sociale, elle va ajouter aussi la question symbolique. On ne mange
pas simplement des histoires, des ingrédients, à nouveau on l'a dit, mais on mange aussi de l'invisible. Et c'est toute la charge, c'est tous les manger magiques, comme dit le sociologue Claude Fischer, qui est très important et que parfois on oublie. Et en tout cas, dans les projets que j'ai mis en œuvre, j'aime beaucoup insister sur cette partie-là. Et quand on répète des gestes, quand on répète des recettes aussi qui ont été transmises, qui ont une histoire lointaine, j'ai la sensation que il y a une sorte de canal, il y a un chemin qui s'ouvre. Cette puissance aussi symbolique, elle arrive. Je pense que c'est l'autrice Ryoko Sekiguchi qui dit que dans les livres Manger fantôme, que la vapeur, quand on cuisine, c'est la nourriture qu'on donne aux morts. C'est une image qui m'a toujours touchée. Depuis, je ne vois plus de la même manière la vapeur chaque fois que je cuisine. En tout cas, l'intention est là, mais manger, c'est quelque chose qui peut être banal. Mais du moment qu'on apporte de la conscience, du moment qu'on regarde, qu'on porte de la symbolique, qu'on observe, il y a vraiment une grande matière, je pense, à travailler et qu'on peut partager. Mais justement, vous dites aussi, dans cette idée de partager, vous dites vouloir piquer le public, presque le contaminer par une sensation. Est-ce que vous portez une attention aussi ou quel rôle joue pour vous peut-être la sensualité, les saveurs, les sens dans ce travail politique? Est-ce que c'est aussi lié et pertinent? Est-ce qu'on pense différemment lorsqu'on goûte quelque chose plutôt que lorsqu'on reçoit simplement une idée? C'est aussi comment, en fait, traduire par un médium qui effectivement appelle des émotions, des sensations, enfin active d'autres circuits que le cerveau. En fait, je pense ce qui me touche dans la nourriture, parce que du moment que je commençais à la regarder comme aussi un médium artistique, donc comme un outil de mise en scène, j'ai commencé il y a quelques années, il y a 15 ans, à faire des premières expériences. Et j'étais fascinée par le moment où la nourriture arrivait. On pouvait parler, ça pouvait être intéressant, pas trop intéressant. Du moment que la nourriture entrait, elle prenait toute la place. Il n'y avait plus personne qui nous écoutait. Il y a une charge sensuelle, il y a une charge, vraiment une puissance qui a la nourriture en soi. Moi, juste en parler, je ne sais pas pourquoi, mais il y a la bouche, je commence à saliver. Il y a quelque chose, que je pense, si on est entraîné dans cette relation-là, il y a quelque chose dans notre corps qui nous surprend. Notre bouche commence à saliver. Si on a déjà faim, tout d'un coup, on commence à être obsédé par cette faim. Il n'y a plus rien. Il y a une puissance qui me fascine et que je me suis dit pouvait être vraiment extrêmement intéressante à travailler dans les théâtres. Parce que, moi, j'ai chéri toujours cette citation de Grotowski qui dit que l'essence du théâtre est constituée d'une rencontre entre humains, entre une histoire, un texte, mais aussi entre matière, entre chair, entre corps. Et la nourriture, elle est la star, elle prend toute la place. Et du coup, ça me fascine de voir à quel point elle peut nous reconnecter, en tout cas moi je parle pour moi, elle peut me reconnecter à mon corps, à des besoins que parfois ils étaient enfuis, à une sensualité. Et j'essaye vraiment à chaque fois de créer des espaces dans lesquels on peut tomber amoureux à nouveau de la Loire. En tout cas, moi, ça m'est arrivé du moment où j'ai commencé à réfléchir à un cocktail qui pouvait être un coucher de soleil sous la Loire. J'étais en train de retomber amoureuse de l'eau, de ces rivières, et en même temps, comme toute histoire d'amour, il y avait vraiment des choses très tragiques, très problématiques aussi à prendre en compte. Parce qu'il n'y a pas qu'un beau coucher de soleil sous la Loire. Il y a beaucoup d'autres choses après à en prendre en compte. Voilà. Donc, c'est vrai que tout cela joue un rôle très important. La symbolique, les manger magiques, il apporte aussi sa force dans les projets. C'est presque une manière de contrer un peu les discours écologiques qui peuvent être un peu parfois culpabilisants. Vous dites, vous méfiez un peu de ces discours-là. Est-ce que justement la cuisine permet aussi d'ouvrir une conscience politique sans passer par la morale ou par un engagement militant frontal, disons? En tout cas, c'est que j'essaye de faire ces projets, c'est d'amener la joie, les plaisirs, et que par ces expériences sensorielles jouissives, une prise de conscience, une ouverture s'opère. Et en fait, on y arrive doucement par l'expérience. Et j'ai la sensation que on y arrive en ouvrant plutôt qu'en cassant.
Parce que moi, je le vois quand je me sens jugée ou quand quelque chose, elle est très descendante ou qu'il y a un peu une morale derrière, même s'il est juste, moi, mon corps, je me retiens tout de suite. J'ai plus de souffle, je suis là. Et après, je fais semblant que tout va bien. J'essaye de me détendre, d'assumer. Et en fait, j'ai observé beaucoup ça. Et je me suis dit, non, j'ai surtout pas envie de reproduire ces expériences. Je me suis dit peut-être par la nourriture, par ces expériences sensorielles, on pouvait amener cette ouverture. Et par contre, au milieu de l'ouverture, bam, on lâche pas. La joie comme forme de résistance et de célébration joyeuse. Et on va y arriver à cette célébration-là. Mais on écoute d'abord un extrait. Alors, la Pasta-Ciuta Antifascista, c'est en quelques chiffres un banquet qui, ici, à la Garance, sera donné pour 500 personnes et pour lequel on a eu besoin de 25 litres d'huile d'olive, de 36 litres d'amaro, de 127 kilos de sauce tomate et de 50 kilos de farine, sans oublier 680 œufs. Et si je le dis, c'est aussi parce que le Festival Confi, c'est ça aussi, c'est un endroit qui nous déplace, nous, institutions culturelles, dans la manière dont on travaille et dans les préoccupations qu'on embrasse quand on décide d'accompagner un projet de ce type-là en production, mais aussi dans les liens que cela nous permet de tisser avec un écosystème plus varié, je dirais, plus riche, presque plus nourri, à savoir des agriculteurs, des agricultrices, mais aussi des fournisseurs, des restaurateurs et beaucoup de bénévoles qui choisissent de s'impliquer sur le festival Confi et qui donc vont participer à des ateliers de sfogliene, c'est-à-dire des femmes qui luttaient contre le fascisme à travers des banquets dans lesquels étaient servies des pâtes. Voilà ce dans quoi on est d'ores et déjà à la veille et donc de la création de la Pasta-Ciuta Antifascista à la Garance. Alors ici, Chloé Tournier, directrice de la Garance ici à Cavaillon, où vous êtes associée, où vous créez ce nouveau projet, la Pasta-Ciuta Antifascista de la famille Cerve, de la Casa Cerve. Exactement. Est-ce que vous pouvez revenir du coup sur cette histoire et ce qui vous a saisi dans cet épisode historique et pas que historique, parce qu'il continue à agir encore aujourd'hui? Déjà dire que c'est une histoire que je connaissais depuis que j'avais 10 ans. Hein. C'est mon grand-père antifasciste, communiste qui nous l'a raconté. On avait droit à cette histoire plus ou moins 3-4 fois par an, au repas de famille ou quand on allait manger dans les osteries. Et c'est une histoire qui bien évidemment nous touchait, mais voilà, c'est une histoire aussi qui nous impressionnait beaucoup. Tout simplement, c'est un récit très puissant qui raconte l'histoire d'une famille des paysans et partisans antifascistes qui ont décidé donc, quand Mussolini a perdu son pouvoir, d'offrir une assiette de pâtes à tous les villages. Et ces choix-là n'étaient pas un choix anecdotique parce que les partis fascistes de Mussolini détestaient les pâtes pour des raisons économiques, sociales et culturelles, mais aussi parce que i Cervi était une famille des paysans vraiment extrêmement émancipés, qu'ils avaient appris à lire, à écrire toutes seules, qui s'étaient battus pour se libérer du métayage, donc l'exploitation des paysans par les propriétaires agricoles. Tout cela a fait que ces fameux 25 juillet 1943, quand on a cru que les fascismes étaient tombés, cette famille décide consciemment d'offrir une assiette de pâtes à tous les villages. Donc une charge politique hyper forte dans ces gestes, mais aussi une charge démocratique puissante parce que c'était une famille des paysans qui avait réussi à garder des réserves parce que voilà, ils créaient des actes de sabotage alimentaire antifasciste en soustrayant des denrées, en stock des guerres des fascistes, en les redistribuant à la population locale. Donc ils avaient des réserves et ils ont décidé de partager toutes leurs réserves avec tous les villages, quelle que soit la couleur politique. C'est ça qui m'a touchée quand j'ai repris cette histoire. Il y a 2 ans, je suis revenue à cette histoire parce que j'ai commencé une recherche autour des gestes de lutte par l'assiette, une enquête que j'ai menée beaucoup en Italie, mais aussi au départ en France. Et cette histoire, je la connaissais depuis toujours, mais je pense qu'elle m'a vraiment saisie au moment où j'ai relis l'histoire et j'ai compris qu'il offre à tous les villages, même aux carabinieri, même aux fascistes. Et il y a d'ailleurs un passage qui me touche à chaque fois, c'est quand Alcide Cervi, donc les pères de la famille, racontent que les fascistes, ils étaient encore là, hein, et que quand cette tablée improvisée s'installe dans l'espace public, voilà, il faut rappeler que les rassemblements en espace public à l'époque étaient interdits, il y a des fascistes qui guettent de loin. Et les Cervi, la famille Cervi, plutôt de rentrer en conflit avec eux, de les chasser, ou de les agresser, ils les ont invités à table. Et il y a une anecdote dans laquelle un des frères Cervi
leur demande d'enlever au moins la chemise noire, la t-shirt noire, voilà, la chemise noire, qui était vraiment le symbole du fascisme. Et en fait, il y a un fasciste du village qui dit « Je ne peux pas l'enlever, j'ai que celle-là ». Et un des frères Cervi lui dit « Tu pourras comme t'asseoir, ça va te montrer à quel point, jusqu'où le fascisme t'a amené, à ne plus avoir même de chemise. » Et en fait, toute cette réflexion-là, moi j'ai vu vraiment la question de la démocratie. C'est-à-dire on se met à table, pas que entre personnes qu'on s'aime, on est tous d'accord, on se met à table pour discuter, pour faire démocratie, donc pour ne pas être d'accord, pour être dans le conflit, c'est à nouveau la base de la démocratie, mais c'est ça qui va amener, c'est ça qui va rendre la chose puissante. Et c'est pour cela que j'ai vraiment décidé de la raconter, d'autant plus que quand je suis allée voir donc, les descendants de la famille Cervi qui sont encore vivants, dont Mario Cervi, c'est le fils d'Agostino, un des 7 frères Cervi, mais Mario, qui aujourd'hui a 83 ans, il m'a dit que malheureusement, cette histoire, cette pratique des pastasciutta antifascistes, elle devient presque interdite en Italie, c'est-à-dire certaines municipalités d'extrême droite italienne tentent d'interdire la pastasciutta antifasciste. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, en fait, cette histoire, elle est extrêmement actuelle. Elle a un geste démocratique puissant qui va me permettre de créer aussi un jeu de miroirs puissant avec ce qui se passe en Italie, mais bien sûr aussi en France et en Europe en général. La pastasciutta antifascista s'est faite dans plus de 350 lieux dans le monde, mais pas encore en France. Alors, j'ai décidé d'accepter son invitation, de devenir la passeuse de cette histoire et d'organiser ici chez vous une pastasciutta antifascista. Cavaillon, vous êtes la première ville de France à organiser une pastasciutta antifascista. Justement, dans le fascisme italien, à cette période-là, les pâtes deviennent un objet idéologique très particulier. On retrouve chez Martinetti et les théoriciens futuristes que vous convoquez aussi dans le récit que vous nous partagez, une haine des pâtes accusées de rendre les corps lents, mous, nostalgiques, notamment dans l'ouvrage que vous donnez en référence, le manifeste de la cuisine futuriste, où il attaque violemment les pâtes, symbole selon lui d'une Italie traditionnelle, lente et attachée au passé. Et pour les futuristes comme lui, l'alimentation devait produire des corps modernes, rapides, nerveux, dynamiques, tournés vers l'action et la conquête. Est-ce que cette guerre contre un aliment raconte aussi une guerre contre certaines formes de corps populaires ? Absolument, et puis ça montre à quel point tout de suite la nourriture peut être instrumentalisée en fait. En fait, ce n'est pas vrai, c'est vraiment pas vrai que les pâtes rendent les gens mous, impuissants. Mais par contre, ils ont réussi à faire croire à beaucoup des Italiens, des Italiennes qu'ils étaient la vérité, même avec de faux études. Donc voilà, ça nous montre déjà à quel point la nourriture peut être instrumentalisée. Et ça nous montre aussi, effectivement, la discrimination qu'un aliment peut avoir, mais aussi parce qu'il est porté par une classe sociale. Alors déjà, il faut dire que les pâtes, elles étaient vraiment une nouvelle mode à ce moment-là pour l'Italie. Parfois, oui, en France, on est un peu surpris quand je dis cela. C'est des historiens contemporains qui me l'ont expliqué. C'est les pâtes, la mode des pâtes, elle s'est vraiment divulguée beaucoup plus tard en Italie. Donc, on commence à cette époque-là, les années 40, 50, et après, c'est les booms dans les années 60. Avant, en Italie, on mangeait ce qu'on pouvait, surtout pendant le temps de la guerre. Au nord, il y avait beaucoup de polenta, un peu de fromage. Au centre, on avait du pain. C'était quand même la base de la nourriture de tous les paysans, les Italiens, les Italiennes. Et plus on descendait, plus on avait aussi des plantes sauvages, des plantes, des légumes. C'est pour ça que les Napolitains, on les appelait souvent i mangiatori di foglie, les mangeurs de feuilles. Les pâtes, elles nous venaient, ce sont les Arabes qui nous amènent les pâtes, qui nous apprennent à les sécher. Et ça se développe en Italie, dans le sud d'Italie, parce que justement, elle arrive depuis les pays arabes et ces savoir-faire des séchages, il peut, s'épanouir dans des contextes aussi climatiques, qui sont celles du climat chaud et tempéré des Naples, de la Sicile. Il y a du vent, il y a du soleil, et bien les pâtes s'essèchent. Donc voilà, en fait, il y a beaucoup de choses ont fait que les pâtes sont devenues vraiment un repas, une nourriture emblématique. Mais à l'époque, si on revient à l'époque, donc les années 40, les pâtes n'étaient pas du tout si emblématiques que ça. Et les fascistes,
qui justement, comme vous disiez, avait envie de créer, et les futuristes, un homme nouveau, un homme qui est capable de conquérir. Il faut dire aussi, il faut rappeler que c'est à ce moment-là que l'Italie se lance dans des projets coloniaux, en allant justement mener une guerre en Érythrée, en Somalie. Heureusement, des projets qui terminent avec des grands échecs. Mais voilà, c'était un moment où on essayait vraiment de créer un nouveau homme italien. Et donc, Mussolini et les futuristes avaient une aversion totale pour ces immigrants italo-américains, napolitains, qui étaient aussi représentatifs de cette mode des pâtes. Donc voilà, à nouveau, on part avec une assiette des pâtes. Banal. Aujourd'hui, tout le monde aime les pâtes. Les enfants, tout le monde pâtes. Et en fait, si on rentre dans les détails, si on va voir l'histoire, on se rend compte aussi du chemin qu'il y a eu, ces simples assiettes de nourriture et toutes les imbrications coloniales, géopolitiques, économiques, sociales. Donc, c'est passionnant. Ce qui est beau aussi dans l'histoire des Cervi, c'est qu'ils répondent surtout à un régime autoritaire, non pas par une démonstration de force, mais par un repas partagé. Et comme vous le disiez, ils l'offrent à tout le monde. Comment on met en scène une résistance joyeuse sans la rendre naïve ? Comment vous traduisez cette histoire-là ensuite, aujourd'hui, dans un dispositif où à la fois il y a le récit que vous nous transmettez de l'histoire de cette famille, mais il y a aussi un repas qu'on partage ensemble. Enfin, c'est-à-dire que comment l'imbrication de tout ça forme une résistance joyeuse. Je pense que je me suis beaucoup, pour écrire cette pièce, je me suis concentrée sur les questions historiques. J'ai été accompagnée par des historiens de l'alimentation qui m'ont aidée à saisir les enjeux vraiment fondamentaux de ce qui est derrière ces gestes. Et c'est ça, je pense, qui m'a permis d'avoir un socle fort, qui m'a permis, je pense, qui m'a guidée dans les choix, dans les images aussi que je voulais créer. Il y a une photo, par exemple, pendant que j'ai regardé les archives avec les historiens, les historiennes, dont Gemma Bigi, donc c'est une historienne qui est spécialiste dans la résistance. Voilà, elle m'a montré un jour une photo où on voit une sfollina, donc une faiseuse de pâtes, qu'elle est escortée par des partisans. Cette photo, elle m'a vraiment
touchée parce que j'ai compris que dans toute cette histoire aussi liée, comme je disais tout à l'heure, à la famille Cervi, dans toute cette histoire des mythes aussi qui est devenue aujourd'hui de la pasta asciutta antifascista, il n'y avait pas que les 7 frères Cervi, les pères, cette famille, mais il y avait aussi une partition chorale des femmes qui nourrissaient profondément cette lutte antifasciste. Comme aujourd'hui, à chaque fois, je pense à tous les cuisiniers, les cantinières, les associations qui, pour mener une lutte, d'abord, ils commencent par nourrir les personnes qui doivent mener une lutte. C'est là, pareil, à donner un sens très profond et je pense très actuel à ce qui se passe aujourd'hui. Et après, je pense c'est aussi les gestes, la puissance des gestes, de la fabrication, qu'en les regardant, en l'observant justement dans leur potentiel aussi des mises en scène, je me suis rendu compte qu'il y avait un geste de soin, bien évidemment, presque des malaxer, d'embrasser, de prendre avec soi, de malaxer cette pâte, mais qu'il y avait aussi quelque chose, une sorte d'engagement puissant. Voilà, avec très peu de farine, quelques œufs. Quand on est sfoline, on apprend à étirer une pâte, à étaler une pâte qui est très très grande. Et donc, moi, j'ai vu une image avec très 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 peu de choses, mais avec l'envie, la force, le fait d'insister, d'y aller, tout d'un coup, voilà, quelque chose de plus grand s'est créé. Et vous employez aussi l'expression d'actes sociaux magiques. Pourquoi magique ? Est-ce qu'un repas peut réellement transformer l'état d'un groupe, même temporairement ? Est-ce que dans ces gestes-là, il y a la convocation de celles surtout qui ont précédé pour vous accompagner dans l'engagement que vous mettez avec votre corps dans ce geste-là ? Enfin, voilà, comment cette dimension magique s'incarne, se transmet, se traduit ? Avec tout ce que vous venez de dire. Et je pense que, effectivement, quand je répète ces gestes, je me connecte à une transmission qui est existante et je les vois derrière moi. Voilà, je me vois faire et puis derrière, je sais qu'il y a la sfolina qui est dans la photo, justement dans les spectacles. Je les sens. Voilà, ça me fait perdre les mots. Effectivement, il y a vraiment une puissance des répétitions des gestes qui permet d'évoquer quelque chose qui est insaisissable, en tout cas qui m'émue à chaque fois et je sens qu'il touche aussi le public parce que les gens viennent me voir et me disent ces gestes-là, ça faisait des années, je les voyais plus. Ça me rappelle ma grand-mère, ça me rappelle cette personne-là qui nous nourrissait, qui elle était effectivement engagée. Et après, il y a aussi cette question de manger magique, des symboliques. Aujourd'hui, le manger magique est toujours là. Je ne sais pas combien d'intégrateurs alimentaires, de plantes magiques. On va chercher à chaque fois. On est toujours, même nous, les humains très intellectuels, très modernes qu'on pense d'être. En tout cas, moi, je ne sais pas vous, mais moi, je cherche toujours des remèdes avec ce que je peux manger. Il y a beaucoup de lieux communs aussi, des expressions. Il faut manger de la viande pour devenir fort comme un lion. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut trouver vraiment dans la nourriture. Et moi, je me suis dit, donc si tout cela, ça opère, si ça opère, que notre cerveau y croit inconsciemment, tant que faire des breuvages de lutte, il se peut que ce breuvage puisse nous aider à surpasser nos peurs. Et donc, oui, effectivement, on va travailler ensemble aussi pour ce projet autour de la notion de cueillette. Et je suis très, très heureuse qu'elle tisse, qu'elle pense à créer une œuvre autour de ça, à la fois pour représenter ces cueilleuses qui sont tellement nombreuses et si peu représentées finalement, parce que effectivement on a toujours beaucoup d'hommes qui sont sur les devants de la scène alors que c'est des métiers éminemment féminins. Et puis aussi pour les herboristes, parce que là c'est une lutte de la reconnaissance d'un métier et ça pour moi c'est vraiment important parce que c'est quelque chose encore une fois dont on parle pas, parce que certainement trop féminin. Parce que aussi un métier qui était moins académique que la pharmacie, transmis oralement, donc une classe sociale certainement moins élevée que celle des apothicaires et des pharmaciens. Et je trouve ça vraiment fascinant qu'elle s'en empare et ça va très bien en fait avec sa lignée. Je pense que voilà, c'est magnifique que ça soit porté. Et l'autre chose dont j'avais parlé justement, c'est l'intérêt pour moi de travailler avec des artistes et Floriane en particulier me fait faire un pas de côté dans ma relation avec les plantes. Alors effectivement, j'ai une relation sensible avec le végétal de par mon activité
de cueilleuse, mais au-delà de ça, elle apporte une réflexion différente. C'est-à-dire quand on a travaillé ensemble sur les boissons antifascistes, il a fallu se poser la question de quelle plante pouvait avoir sa place dans la boisson. Donc là, on va aller parler de caractériologie, connaître la plante en fonction de sa physiologie végétale, la manière dont elle pousse, le biotope qu'elle occupe. Ce qu'elle nous fait aussi sur le corps, finalement, ce sont des indices de personnalité. Donc c'était très intéressant d'aller chercher les plantes les plus antifascistes. Ça a été assez passionnant pour moi et puis ça m'a fait regarder le végétal d'une autre manière. Donc c'est ce qui est toujours intéressant dans ce travail-là, c'est que ça nous apprend encore et toujours sur notre relation aux plantes. Alors on retrouve Clarisse Lebac qui revient ici sur votre collaboration ensemble sur plusieurs projets, et notamment la conception de la boisson antifasciste que vous offrez à un moment donné au public pendant le spectacle. Voilà, dans la première partie, il y a ce moment de partage avec le public, et puis plus tard, dans la seconde partie de la pièce, la table antifasciste, elle est conçue sans pied. Elle est sans pied et ne tient debout qu'avec l'engagement physique des participants et des participantes. C'est une image extrêmement forte politiquement, on pourrait la lire. La structure peut s'effondrer si les corps cessent de coopérer, littéralement. Comment cette idée est née et est-ce que cette table est pour vous une image de la démocratie dans un sens ? Totalement. Mais en fait, il faut dire que dans toute ma création, la table est toujours là et je me suis beaucoup questionnée sur les origines de la table. Et Massimo Montarani, qui est historien de l'alimentation proto-moderne, historien médiéval, voilà, de l'alimentation médiévale précisément, avec qui je travaille depuis plus de 10 ans, il m'a fait comprendre en fait que déjà la table, c'est vraiment un objet qui est passionnant, mais c'est aussi un objet, si on va regarder en tout cas en Italie, son histoire, elle est très liée aussi au pouvoir, très liée à la bourgeoisie. Les paysans et les paysannes n'avaient pas de table. Pendant des siècles, des millénaires, on a mangé assis par terre, avec notre assiette posée sous les genoux. Donc, je me disais, à nouveau, voilà, quelque chose qu'on a l'air de très simple, banal. En fait, c'est pas du tout neutre. Et dans tous les projets, donc, il y a toujours une table. Et à chaque fois, elle a une symbolique précise. Et donc, pour moi, dans la pasta asciutta antifascista de Casa Cervi, cette table, elle devait nous aider dans l'expérience. Et je voulais qu'en même temps, elle nous éveille, qu'elle nous amuse et elle nous gêne un tout petit peu. En fait, une pasta asciutta antifasciste, juste la recevoir en tant que spectateur, spectatrice, s'asseoir après un spectacle, hop, la recevoir, se faire servir, point. Il me semblait pas possible par rapport à cet récit, c'était trop simple. Et donc, je me suis dit, c'est important que les spectateurs, spectatrices vivent l'expérience du poids de ces gestes, voilà, de toute la résistance. Et donc, effectivement, j'ai essayé de traduire en images, en décor, la démocratie. Donc, on peut dire qu'effectivement, la démocratie peut être aussi une table qui n'a pas de jambes. Donc, si on veut s'y attabler, il faut y aller, il faut s'engager, il faut la tenir, il faut être contraint de regarder les uns aux autres. Quand j'ai commencé cette réflexion, qu'au début elle était vraiment une idée, je me suis un peu confrontée au fait comment la rendre réelle. Et à ces moments-là, j'ai contacté donc avec Manu David, c'est le scénographe, régisseur général de la compagnie qui m'accompagne depuis plus de 10 ans. Et qui a fait tous les tablés de mes spectacles. On s'est dit, là, on va chercher des LED, on va chercher aussi chez des concepteurs, conceptrices, et on a rencontré différentes personnes, et on s'est vraiment très bien, vraiment entendu dans la forme, dans la réflexion, avec un collectif de designers qui s'appelle Barreau et Charbonnet. Et on a commencé donc un échange autour de ce concept. Comment une table peut incarner la démocratie, comment une table peut se tenir que grâce à l'engagement des uns des autres. Ils nous ont fait plusieurs versions et c'était un travail long pour réussir aussi à rendre une idée ou un concept après design, quelque chose qui peut être un décor transportable, parce que nous, on reste quand même une petite compagnie, on a un camion qui n'est pas immense, donc ça doit rentrer dedans. Et surtout, un objet artistique qui n'est pas simplement à regarder, mais vraiment à éprouver physiquement. Que le public puisse assembler, qu'assez vite on comprend comment ça marche, même s'il faut un temps. Et surtout que
elle nous demande un travail avec les corps, mais qui nous donne quand même la possibilité de rester, parce que ce serait trop dommage que ce soit trop lourd, donc qu'il nous fasse trop mal tout de suite et que du coup on lâche. Voilà, tout cela, ça nous a amené à créer la table antifasciste. C'est intéressant parce qu'a priori, on peut dire que la convivialité est souvent pensée comme quelque chose de doux. Or ici, elle demande un effort physique, une responsabilité collective, presque une discipline du corps, mais effectivement dans un doux équilibre à trouver à la fois collectivement, mais aussi pour soi. Et vous insistez aussi beaucoup sur la notion de tabler plutôt que de banquer. Qu'est-ce que ce mot déplace dans le rapport entre les gens et comment vous créez la subtile différence de sens entre ces deux mots-là? C'est vrai, je préfère les mots tabler. Alors, le banquet, dans mes études aussi, voilà, l'histoire de l'alimentation, les banquets, c'est toujours les riches, les pouvoirs qui créent des banquets pour montrer aussi son pouvoir. Bien évidemment, il y a dans l'histoire aussi des banquets populaires qui se mettent en œuvre, mais je ne sais pas pourquoi, voilà, à chaque fois, ces mots, pour moi, ils me renvoient à quelque chose d'une sorte de pouvoir qui s'impose, qui arrive et qui montre toute sa puissance, toute son opulence, voilà. Alors que dans la tablée, voilà, déjà, j'y retrouve cette idée de s'attabler, c'est-à-dire de s'asseoir tous ensemble autour d'un bout de bois. Voilà, c'était ça au début. Il y a quelque chose que j'ai l'impression d'attabler qui demande beaucoup plus de participation, dans lesquelles peut-être l'objectif, c'est pas d'aller que manger des mets exquis, mais d'être ensemble, à nouveau de s'attabler et de créer un espace plutôt de rencontre. Même si parfois la rencontre, elle est plus fastidieuse, elle est plus difficile. Et puis Floriane, c'est aussi une artiste avec laquelle on mène d'autres projets. On a un projet de recherche-action qui dure 2 années, qui a commencé il y a quelques mois déjà et qui nous réunit. Alors quand je dis nous, ici il s'agit aussi bien de toute l'équipe de Floriane Facchini, bien sûr, et tous les artistes qu'elle mobilise autour d'elle, des équipes du Citron Jaune, le CNAREP de Port-Saint-Louis-du-Rhône, évidemment la Garance, les 2 PNR, parcs naturels régionaux, qui sont le PNR des Alpiers et le PNR du Luberon, et aussi des instituts de recherche, l'INRAE, qui est un institut de recherche en agronomie, et Origins Media Lab, qui est un institut de recherche plutôt en anthropologie sociale. Et tous ensemble, pendant 2 années, on va sur le terrain et on va au contact d'une 20aine d'exploitations agricoles. Avec eux, on se demande quelles seront nos pratiques agricoles et alimentaires en 2050. Autrement dit, qu'est-ce que nous, habitants du Vaucluse, habitants des Bouches-du-Rhône, habitants, on va dire, du sud de la France, seront en mesure de manger en 2050, comment la production et le territoire local auront évolué au regard notamment d'une redirection écologique et d'une nécessaire redirection agricole compte tenu des aléas climatiques. On utilise le mot aléas climatiques parce qu'il s'agit bien sûr du réchauffement climatique, mais aussi d'une montée en puissance assez exponentielle des questions d'imprévisibilité climatique, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une alternance de météo qui soit forte et qui soit régulière et qui soit vraiment très compliquée à prévoir, avec des phénomènes type ça bourgeonne en octobre, ça gèle au mois de mai, etc., etc. Donc, compte tenu de ces aléas climatiques, comment va-t-on rediriger les pratiques agricoles dans le Vaucluse, dans les Bouches-du-Rhône, et comment d'ores et déjà s'inventent des techniques de redirection agricole et qu'est-ce qu'elles auront comme impact sur ce qu'on mangera. Et en mai 2027, on conviera, donc c'est dans 1 an, on conviera tous les agriculteurs, toutes les agricultrices à impliquer sur ce projet, tous nos partenaires, mais aussi tous les publics, à un grand banquet du futur, un banquet qui se tiendrait en 2050, qui nous permettrait de déguster nos pratiques et nos projets culinaires de 2050. Ça, c'est pour Atavola. Et en parallèle avec Floriane, on mène aussi un réseau. Alors, c'est un réseau qui réunit des structures culturelles, des chefs cuisiniers, cuisinières et des artistes qui, tous et toutes, s'intéressent à la production et à la diffusion, justement, de projets artistico-culinaires. Et ce réseau, il s'appelle Ça mijote.
Alors ici, Chloé Tournier revient sur la temporalité que prend d'autres projets que vous développez ensemble ici sur le territoire de Cavaillon, en évoquant notamment ce réseau que vous êtes en train de constituer autour de votre pratique, où vous invitez, vous ouvrez enfin, après avoir préfiguré un peu entre vous ces questions-là. Et on l'aura en tout cas compris, vos projets nécessitent parfois plusieurs années d'enquête, un temps lent certain. Est-ce que cette lenteur est aujourd'hui devenue une forme de résistance aussi au fonctionnement culturel dominant, et comment défendre économiquement et institutionnellement des formes aussi lentes, aussi territorialisées, aussi coopératives, qui ne sont pas toujours transportables ailleurs, diffusables en clé en main, c'est-à-dire que ça nécessite de nouveau une enquête ailleurs. Enfin voilà, comment vous arrivez à tenir ces enjeux-là dans un contexte qui est aujourd'hui difficile? C'était un long chemin, c'est-à-dire au début, il y a 12-15 ans, quand j'ai commencé à faire ça, je ne suis pas l'unique, mais on était nombreuses, je pense, à se confronter aussi à des problématiques, effectivement, mais est-ce qu'on peut le reproduire? Mais du coup, est-ce que c'est un spectacle? Je ne comprends pas. Est-ce que c'est de la médiation culturelle? Voilà, il y a vraiment eu la sensation, moi, mes collègues, artistes et tous les professionnels qui croyaient à ce type de projet, il y a eu vraiment un travail de prendre conscience à quel point ces types de projets, en fait, ils venaient soulever plein de questions intéressantes, et puis surtout qu'ils offraient pas quelque chose qui n'était pas le théâtre, mais encore quelque chose en plus qui pouvait aller des côtés. Donc l'idée, c'était vraiment d'aller constamment ouvrir à cette forme de la représentation, etc. Donc ça a été un long chemin qui a fait que pendant des années, ça a été un peu aussi, résister. Et aujourd'hui, je suis hyper heureuse. Je suis artiste associée de scène nationale, mais pendant des années, c'était des PNR. C'était des associations locales qui m'invitaient. C'était des personnes pour lesquelles ces thématiques, elles étaient fondamentales, qui ne se posaient pas de questions esthétiques, je pense, et qui ils avaient vraiment envie de nous accompagner sous le long terme. Mais assez vite, je pense, la question de projet territoire est devenue de plus en plus importante. On a saisi aussi dans les hautes sphères les enjeux, l'importance politique, sociale, etc. Et donc, j'ai pu, à fur et à mesure de tout ce parcours, de tout ce chemin, avoir le soutien des différents lieux, institutions. Et à chaque fois, en fait, la question du temps lent, elle est tellement fondamentale. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai peur, quand je discute avec certains directeurs, directrices des théâtres, on a peur que ces types de subventionnements qui viennent d'être validés, reconnus il y a quelques années, on a peur qu'ils vont être les premiers à être supprimés, et on a peur de revenir à une forme de théâtre qui est des diffusions, que c'est magnifique, mais elle ne suffit pas, parce qu'il n'y a pas que ça qui fait les théâtres aujourd'hui. Et donc, bien évidemment, ça devient un endroit à défendre, et ça devient vraiment un espace, pas simplement pour les artistes, mais aussi pour les lieux de théâtre, mais j'ai envie de dire aussi pour les élus, pour les paysans, paysannes. C'est un endroit vraiment culturel à défendre, parce que c'est un endroit dans lequel on se rencontre. Et cet espace-là, s'il va disparaître, j'ai craint qu'on va perdre des années d'expérience qu'on a mis en place pour tisser des liens avec ces mondes qui ne se croisent pas, et que c'est tellement fondamental qu'ils puissent se parler. Bon, on arrive presque à la fin de notre voyage, mais le Beau Bizarre est aussi un espace qui se veut hospitalier et qui laisse parfois les dernières questions à d'autres invités. Donc la question que j'aimerais bien poser à Floriane, c'est que je suis sûre que son engagement, il est très lointain, il est tellement ancré, imbibé dans son sang. Et j'aurais aimé qu'elle raconte des histoires de lutte qu'elle avait quand elle était enfant, parce que je suis sûre qu'elle doit en avoir une petite histoire enfantine de ses premières luttes. Et bien là, comme ça, je pense à une lutte que j'ai vécue quand j'étais petite à la maison, justement. Chez moi, on servait d'abord mon frère. C'était quelque chose qui me rendait complètement folle, dingue. Et je pense que c'était une de mes premières révolutions à notre table, où mon frère, qui était premier garçon de la famille, avait choisi les places. Je pense que je l'ai défié un jour où je suis descendue au repas. Ma mère est pronto, à tavola, c'est prêt. J'ai descendu mais vraiment en courant par les escaliers. Et je me suis mise à sa place. Je le regardais pas, j'étais là. Vraiment, j'étais... Et lui, ça a été le scandale, vraiment total. C'est ma place, dégage. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais là, parce qu'elle a dit quand elle était petite, tout d'un coup, ça me fait projeter dans ces souvenirs-là. Et Floriane, j'aurais une petite question pour toi. La pastasciutta antifascista della famiglia Cervi,
C'est un rituel de libération, un rituel de résistance par l'alimentation, un rituel qui est à la fois un rituel individuel et un rituel collectif. Et comme tu es ma sorcière préférée, j'aimerais savoir quelle est la clé d'un rituel réussi et comment faire en sorte que nos rituels fonctionnent. Madre mia, quelle question. Oui, j'ai une idée, mais j'ai une idée par rapport à moi, par rapport à comment je fonctionne, etc. Le langage des actes sociomagiques et psychomagiques a rejoint ma vie quand j'avais 17 ans. C'est un langage qui est mis beaucoup en œuvre par un artiste chilien, un auteur que peut-être beaucoup connaissent, Alejandro Jodorowsky. J'avais 17 ans, j'étais tourmentée, j'étais pas bien. Et je pense qu'il y avait beaucoup de choses de ma famille qui n'avaient pas été dites, beaucoup de violence que j'ai porté en moi, je n'arrivais pas à comprendre en fait. Et quelqu'un un jour m'a dit « Oh, va faire un acte psychomagique, tu vas résoudre ça très vite ». Je me suis donc déplacée de l'Italie, de Rome. À l'époque, j'ai fait la queue au Café La Téméraire à Paris, où Jodorowsky, à l'époque, accueillait un mercredi par mois plus de 350 personnes qui mettaient leur prénom dans un chapeau. Ils espéraient être choisis. Et moi, mon prénom n'est pas sorti et j'ai pleuré. J'étais là, je me suis payé un billet d'avion et tout. J'avais 17 ans à l'époque. Et j'ai eu un jeune couple de Français à côté. On a parlé en anglais. À l'époque, je disais pas un mot de français. Ils m'ont dit, nous, on habite juste à côté. On vient de sortir. On te donne notre numéro. Donc, je me suis trouvée face à Alejandro Jodorowsky. À 17 ans, j'avais déjà vu tous ses films. J'avais déjà mes tarots. J'étais en pleine émulation de tous ces gestes un peu sociomagiques. Et je lui ai demandé un acte sociomagique. Après, pendant des années, j'en ai eu 3 avec lui, que j'ai tous réalisés et qui m'ont vraiment changé ma vie. Et en fait, pour revenir à est-ce qu'il y aurait un ingrédient ? Non, je ne pense pas qu'il y a des ingrédients. Il y a plein de choses qu'on pourrait mettre en œuvre pour un rituel. Alors moi, je viens plutôt que rituel, c'est acte sociomagique ou psychomagique. Moi, j'ai compris que notre inconscient a un langage très puissant et que les cerveaux n'arrivent pas à faire la différence si c'est réel ou pas. Donc, j'ai compris que je pouvais parler à des personnes qui ne sont plus là et leur dire des choses que j'avais besoin de dire. J'ai compris que je pouvais soigner une blessure en la redessinant sous mon corps, une sorte de cicatrice ouverte, en lui apportant du miel. J'ai compris en fait que c'était très créatif, très puissant et très magique, la manière que je pouvais avoir aussi de me soigner. Et je me suis dit que ce langage-là, il est déjà un peu de manière inconsciente dans la nourriture. Souvent, on dit « Oh là, j'ai besoin d'une nourriture émotionnelle. On est triste, je m'achète une glace grosse comme ça, un gros morceau de chocolat. » Je me dis, on le fait déjà de manière très spontanée. Et donc, moi, tout mon travail, et même dans mon quotidien, j'essaye de décharger aussi la nourriture de cette puissance sociomagique. Et donc, je pense que c'est les secrets, en tout cas, il est ça, de prendre conscience qu'on peut nous-mêmes, et même à plusieurs, créer des gestes poétiques, surréalistes, psychomagiques, sociomagiques qui peuvent apaiser, qui peuvent soigner, qui peuvent nous donner de la joie, et etc., etc. Alors créons des gestes sociomagiques, psychomagiques pour nous aider à nous réparer et à traverser l'époque joyeusement. À commencer par aller partager une pasta chuta antifascista avec Floriane Fattini, qui, après l'avoir créée à Cavaillon le 19 mai dernier, sera en tournée à Marseille avec le ZEF du 29 au 31 mai, à Calais avec le Chanel du 4 au 7 juin et du 11 au 13 juin à l'Agora, scène nationale de l'Essonne. Mais vous pouvez aussi l'inviter par chez vous. Et pour une lecture tendre au creux de la sieste digestive, sachez que Clarisse Lebas a publié chez Actes Sud Le temps du végétal et que vous pouvez la suivre lors de ses multiples balades cueillettes. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Sauti, disponible sur les plateformes d'écoute. Et si vous souhaitez soutenir ce travail bénévole, sachez qu'une cagnotte Tipeee existe. Merci de votre écoute et merci de votre soutien.